Les dessous des cartes, comment va le monde avec Jean-Marie Kassamba? Vous l'avez compris, il est déjà en face de moi, en Versace, chaussettes colorées comme d'habitude, comme vous l'aimez très souvent. Je crois qu'on va prendre quelques photos pour alimenter les week-ends aujourd'hui déjà dans les différentes maisons. Bonjour et bienvenue. Merci, Monsieur Tchokoum, classique. Hein? Mais j'ai voulu vous copier pour un vendredi. Un vendredi relax, mais raté. Ok, merci beaucoup Jean-Marie C'est Kassamba. vendredi, hein? Tout à fait. Faut respirer un peu, faut... Voilà, donc on va parler de l'actualité de cette semaine. On vient de le faire tout à l'heure avec Peter Tchani, mais on va avoir vos précisions à vous en tant qu'expert du pays, de la sous-région, mais également du monde. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment la rentrée parlementaire, une rentrée parlementaire de septembre essentiellement budgétaire, comme on le sait, mais qui a la charge cette fois de trouver des solutions pour la CENI. Tous les yeux sont braqués vers la chambre basse du Parlement, où d'ailleurs le président Mbosso a menacé d'entériner les noms qui sont là, d'abord comme ça, vu qu'il n'y a pas consensus. Comment vous pensez que ça va se passer cette fois? Bon, écoutez, en général, le forcing fonctionne pas très bien hein, dans beaucoup de pays. Ça marche un temps, mais ça marche pas tout le temps. Très souvent, quand il y a de murs comme ça qui se dressent, les gens cherchent d'autres voies que la conciliation. Donc moi, je pense que l'idéal, l'Assemblée nationale, c'est un cadre de concertation, un cadre de discussion, comme on dit, temple de la démocratie. Eh bien, il faut qu'il y ait des débats. La loi électorale n'a pas été bien débattue, il n'y a pas eu d'amendement. C'est revenu maintenant pour la mise en place de cette CENI. La CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale, mais il faut que ça soit représentatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que les partis représentés au sein de l'Assemblée nationale soient aussi d'accord avec cette CENI. Sinon, ça ne sera pas une CENI qui va être au milieu du village. Déjà, la commission paritaire avait posé problème. Il n'y avait pas de vrais membres de l'opposition qui y étaient. Même au sein de l'Union sacrée, il posait un problème de représentativité. Et le président Mbosso serait mieux indiqué de chercher les consensus que le forcing. On parle de suspicion des débauchages, Jean-Marie Kassamba. Il y a vos propos qui sont en train de circuler dans la presse en ce moment. Quelques élus du FCC qui avaient rejoint l'Union sacrée sont mal à l'aise en ce moment et seraient en train de chercher des voies et moyens pour retourner vers Joseph Kabila. Mais ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, comme on peut le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens étaient partis pour un objectif ponctuel et que cela n'a pas fonctionné, ils viennent à des bons sentiments. En réalité, la classe politique congolaise a été toujours caractérisée par l'opportunisme. L'opportunisme de qui? De celui qui a la signature, l'opportunisme de celui qui a l'argent, l'opportunisme de celui qui est influent, qui pèse. Et au fur et à mesure que les choses se dilatent un peu, les gens équilibrent. Et donc aujourd'hui, la plupart des gens qui étaient emballés par le vent, l'Union sacrée, sont en train un peu de se rebiffer. C'est pour ça que je parle des consensus. Vous allez remarquer qu'il y a comme une espèce de crispation. Hein. Même, je l'ai dit en boutade dans cette vidéo qui est virale maintenant sur Internet, mais les gens affichent une certaine amertume. Parfois, ils sont un peu en colère, d'autres ne sont pas très à l'aise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la manière dont les débats sont menés, la manière dont les choses se distribuent, ce n'est pas un peu plus clair et un peu plus démocratique. Moi, je pense que les conseils qui seraient mieux à donner à nos députés, déjà, il faut saluer qu'ils n'ont pas aligné la loi Tchani. Parce que Katumbi, j'ai suivi un peu Peter Tchani tout à l'heure, je n'ai pas de sa famille. Hein. C'est d'abord juste que Mbosso n'ait pas aligné cette loi pour que ça soit débattu. Même si les gens disent non, ça viendra, ça ne viendra pas. C'est d'abord sur la table. Non, ça ne viendra pas. Au cas où peut-être Katumbi est un peu têtu, bah on ressort les dossiers. Ben non, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Pourquoi ça ne viendra pas? Parce que c'est les Rubicons. Il y a beaucoup de conséquences tellement autour de cette loi Tchani qui a fait que aujourd'hui il y a une espèce de lentille
swahiliphone qui ne dit pas son nom. Parce qu'il y a un Katumbi là-dedans, il y a Matata dedans, il y a Kamere là-dedans. Vous voyez un peu toute cette... voilà. Ces swahiliphones qui commencent à s'inquiéter, peut-être à tort, hein, mais la succession des gens, les John Numbi, les Kaimbi, un peu tout ça, ça fait un peu désordre. Et dans la pensée collective. C'est pour ça que nous, les stratèges, quand nous analysons les choses, nous les analysons, comme on appelle, les faits, les conséquences des faits, les prémices. Pourquoi? Pour que quand vous faites des analyses, que vous compreniez que s'il y a telle situation, qu'est-ce que ça peut générer derrière? Nous sommes un pays à 450 ethnies, foncièrement tribalisées. Foncièrement tribalisées. Et lorsqu'il y a une espèce de stigmatisation d'une ethnie ou d'un espace, ça pose problème. Je disais l'autre fois pour les Kassaïens. Les Kassaïens ont subi beaucoup de brimades pendant des années, même des moqueries pendant des années. Et la réaction des Kassaïens aujourd'hui fait que parfois des gens disent ils veulent maintenant dominer tout le monde, ils veulent essayer de se venger, etc. Je ne pense pas que c'est le cas. C'est plus une réaction de survie, mais qui est mal interprétée par la grande masse qui ne lit pas bien les choses. Autre élément qu'il faut signaler pour cette rentrée parlementaire, c'est que on dit que c'est une rentrée budgétaire. Non, c'est une rentrée d'abord politique. Parce que si la CENI n'est pas mise en place, maintenant, ça va conditionner tout le reste. On fera plus. C'est la dernière chance, en fait. Oui, ça va conditionner tout le reste. Ça va délayer derrière. Tout le reste, c'est-à-dire le glissement. Les glissements, les dialogues éventuels, les climats politiques qui vont pourrir. Parce que les marches qui ont commencé avec la Mouka, les thématiques, c'est quoi? Non au glissement. Et ces marches génèrent des dossiers au niveau des droits de l'homme, au niveau, nous, par exemple, de la presse. Pour une fois, on a vu à Kinshasa, on traîne un journaliste sous les caméras. Moi, je suis allé aussitôt à l'hôpital, j'ai trouvé Ligodi alité, on était en train de le perfuser pour récupérer un peu de force. Mais j'étais avec le général Kassonga, c'est hallucinant. Heureusement qu'il n'y avait pas de dégâts considérables pour le journaliste. Imaginez que ces policiers Mouyaya condamnés, voilà. On voit sur les images justement. Effectivement, c'était à l'hôpital Moncolé, où j'ai été voir effectivement ces journalistes pour m'enquérir d'abord de la situation. Et je me suis rendu compte que si on ne fait pas attention de la manière dont on gère ces histoires, au fur et à mesure que les choses dégénèrent, on ne pourra plus bien les contrôler. On va assister à des condamnations un peu comme ça, a posteriori, mais les dégâts sont déjà faits. Est-ce que vous savez que les organisations de défense des droits de l'homme, Reporters sans frontières, Amnesty International, tous ces gens-là commencent à documenter les choses sur la RDC sous les règnes du président. Ce n'est pas bien, parce que la symbolique de Etienne Tshisekedi, la symbolique de Félix Tshisekedi, la symbolique de l'état des droits et tout ceci, ça ne peut pas être pollué par ça. Donc on a besoin de parlementaires qui prennent des bonnes décisions. C'est pour ça qu'on disait la fois passée, le rôle des politiques, ce n'est pas seulement des pavanés avec des escortes et tout ça. C'est de prendre des bonnes décisions pour épargner le leadership du président. Le président n'a pas... C'est pas lui qui fait tout ça. Mais lorsqu'on documente les choses, on va dire quoi? La RDC de Félix Tshisekedi. Tout à fait. On ne dit pas la RDC de Mbosso, de Kassongo, non, on dit de Félix Tshisekedi. Donc c'est là où l'UDPS, le ministre de l'Intérieur qui est UDPS, le ministre de la Justice qui est UDPS, doivent faire très attention pour la protection des droits, notamment les droits des journalistes. Mais cette marche, Jean-Marie Kassamba, a aussi fait parler les gens par rapport notamment au comportement du leader, Martin Fayulu. On dit que de moins en moins, il est crédible, qu'il a
usé de la provocation, il n'a pas su mobiliser suffisamment des gens comme c'était le temps de l'UDPS, Fachi Kamere ou encore Etienne Tshisekedi ou encore la Mouka de l'époque. On dit que c'est vraiment du à peu près. Il est en train de dégringoler dans l'opinion que on lui avait donné beaucoup d'estime, mais que sur papier, on se rend compte qu'il ne méritait pas tout cela. Mais c'est le prototype de tous les opposants, hein, dans n'importe quel pays. En général, les opposants ne sont pas si populaires que ça. Les opposants usent des effets pervers pour se faire connaître. Les opposants sont dans la provocation. Est-ce que vous savez que, par exemple, les mouvements citoyens qui ont beaucoup fait du bruit chez nous ici, ils n'arrivaient pas à drainer plus de 100 personnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient à 4, ils allaient faire la police, ils provoquaient la police, ils se roulaient par terre, ils se faisaient des photos, ils mettaient sur Internet. Il y a eu des opposants ici chez nous, au lieu par exemple d'aller manifester normalement, dans leur rang, ils mettent des voyous, et ces voyous provoquent la police pour que la police charge, pour qu'ils fassent des photos, etc. Ça, c'est dans tous les pays, les opposants sont comme ça. Les gilets jaunes en France fonctionnent de la même manière. Les Russes, hein, vous voyez, Navalny, par exemple, il ne fait que provoquer. Pourquoi? Quand il y a des bavures, on met les bavures sur la tête de l'armée, sur la tête de la police, sur la tête de l'État. Et donc, ce n'est pas une question de popularité de Martin Fayulu. Martin Fayulu, il n'est que la symbolique de mécontentement populaire, de la faim des gens, de l'attente des gens, des insuffisances des gens. Il va, lui, Martin Fayulu, surfer sur tout ce qui ne fonctionne pas. Peut-être, par exemple, l'un de ses points faibles, c'est la facilité de langage, par exemple. Hein, certaines phrases qui n'ont pas leur place hein, dans les débats politiques, etc. Mais tout le monde a parlé comme ça. Hein, autrefois, quand on disait « allez chercher Joseph Kabila, Menotté, tout ça, c'est un monstre, on a traité Mobutu de tous les mots, etc. » tout le reste. Oui, ben, c'est ça, le langage politique, on n'est pas dit le langage des opposants. Mais Jean-Marc Samba, si élection, il n'y en a pas en 2023, il finira en tout cas par en avoir. Comment vous voyez les choses, vous, avec une opposition qui ira certainement en ordre dispersé? On avait pressenti un ralliement, la Mouka, PPRD, FCC, finalement on s'est rendu compte que ce ne serait pas le cas. PPRD, FCC a rebroussé chemin. Est-ce que avec autant de courants, Katumbi, probablement Kamere, Fayulu et tous les autres, on ne va pas se retrouver avec une porte ouverte pour le président sortant, justement, Félix Tshisekedi? Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de les effets pervers de la loi Tchani. Je vous ai parlé aussi de ce qu'on a appelé la phobie anti-soyluphone larvée. Les gens vont beaucoup surfer sur ça. Procès Matata, tout ce qu'il y a eu, Kamere, etc. Et nous avons, comme nous avons un pays tribalisé, les gens vont beaucoup surfer sur ça. Ce qui va faire qu'il va y avoir des clans. Le clan de l'Est, le clan de l'Ouest. Et à l'Ouest, déjà, il y a des divisions. Il y a déjà Fayulu qui va prendre une bonne part de l'Ouest. Mais surtout, la grande thématique des prochaines élections, ça sera les bilans. Ça sera la réponse aux attentes de la population. Ça sera la misère, ça sera le manque d'eau, d'électricité, etc. Les affaires, les scandales. C'est ça les thématiques. Ça ne sera pas l'histoire d'alliance. Les alliances, en général, ça s'est fait lorsque on quitte les débats sur les bilans, on est sur les personnalités. Mais cette fois-ci, il y a eu tellement des attentes du côté de la population vis-à-vis d'un gouvernement de gauche, d'un gouvernement qui vient de la population, qui a tellement critiqué pendant des années, que les gens auront focus d'abord sur transformation, changement de leurs conditions de vie. Ça, on le voit bien en parlant de social, en parlant de la population. Vous avez suivi avec moi tout à l'heure les titres. Ce scandale, par exemple, au sein de l'entreprise Transco, des bus comme ça abandonnés alors que de l'argent a été déboursé pour sa réparation, ou encore
cette polémique Congo Airways, avion acheté ou prêté par Kenya Airways, on se pose des questions. C'est là où se pose le problème. C'est là où se pose le problème. On a un problème d'abord de transport ici chez nous. Au moment où on parle de baisse des prix des transports, on devait avoir des avions en nous, des avions d'un certain état. Les gens avaient déjà spéculé, il y a quelques temps, que le président avait commandé une dizaine ou une vingtaine d'avions en état mieux que c'est acheté par Matata Pogno. Et patatras, on a autre chose. Et les gens vont beaucoup spéculer autour de ça. Alors que ce sont des choses qui se font. Hein. Les partenariats avec des... Non, on a promis en fait très haut. Oui, c'est-à-dire que souvent... Alors que l'on pouvait dire la vérité. Bien évidemment. Parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas du cash pour acheter des avions neufs. Non, on n'a pas d'argent. Et donc, on dit la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a vu dans la sous-région, au Kenya Airways, je vous rappelle qu'à un moment donné, Ethiopia avait aussi proposé ces partenariats. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais le seul fait que ça soit des avions, parfois... Parce que Congo Airways travaillait déjà avec Tunisair, une compagnie de Tunisie qui exploitait déjà, notamment Kinshasa, le Lubumbashi et tout ça. Mais cette fois-ci, parce que les gens attendaient des avions neufs, attendaient autre chose que ce qui a été fait par Matata Pogno, et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est moins que ça. Ça va spéculer. Deuxièmement, avec l'arrivée du président Tshisekedi, on a acheté quelques bus qui sont venus en quelque sorte augmenter ce qui était à Congo, plutôt Transco. Mais on n'avait jamais imaginé que le parc de Transco, plus de 100 bus, était cannibalisé ici à Kinshasa. 161 plus précisément. Oui, alors, c'est fort des cafés. Moi, j'ai écouté les ministres Chéribin Okende, mais ça, c'est plus scandaleux que j'ai changé seulement les gens à la tête des entreprises. Parce qu'on a tellement changé les gens trop vite, sans regarder d'abord comment ça fonctionne. Pourquoi on n'a pas pu mettre de l'argent rapidement pour la maintenance de ces bus-là et sanctionner les gens qui ont déclassé ceci? Parce que Sotraz, les autres compagnies que Mobutu avait mis en place, ça s'est cassé la gueule avec ce genre de pratiques. Et quand que ceci se passe, maintenant que le président Tshisekedi est président de la République, ça va poser problème. Un réel problème. Tout à fait. Et on va prendre également des nouvelles de l'Afrique. Jean-Marie Kassamba, vous êtes spécialiste également de la région Total. On est marqué par des situations assez confuses. On a vu la CEDEAO qui a pris des mesures fortes, notamment contre les membres du putsch guinéen. Ils n'ont pas le droit de voyager, ils n'ont pas leur avoir a été gelé, en tout cas dans les pays concernés par la CEDEAO. Est-ce que vous pensez qu'ils vont craquer? Ce qu'il faut noter est que l'Afrique de l'Ouest est en déstabilisation très accélérée. C'est consécutif à ce qui s'est passé en Libye. La mort de Kadhafi, la mort aussi d'Idriss Déby, ça a dégénéré la situation en Afrique de l'Est, ça va même toucher l'Afrique centrale. Kadhafi a déversé, plutôt les gens qui étaient en Libye ont déversé des milliers d'armes et des terroristes qui ont été importés d'Afghanistan et de la Syrie pour faire la guerre là-bas, en Afrique de l'Ouest, au Mali notamment, au Niger, dans ce qu'on appelle le triangle Tchad, Niger et Mali. Aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de fuir, comme ça a été le cas en Afghanistan, comme ça a été le cas en Irak. Et les Africains seront livrés à eux-mêmes. Il va y avoir une espèce de la loi de jungle, c'est-à-dire du plus fort. Et les militaires, quand ils sont dans une situation de désespoir, ils prennent le pouvoir. Et la CEDEAO, ou le gouvernement, ou plutôt les organisations sous-régionales, n'ont rien à faire, enfin, n'ont aucune influence pour stopper un peu tout cela. Entre-temps, la France se félicite d'avoir neutralisé, par exemple, les chefs de l'État islamique dans la région du Sahel. Oui, mais ça, c'est rien. C'est rien. Pourquoi? Parce que vous pouvez décapiter la tête, mais il y a une espèce de suiciparité, une espèce de régénérescence. Ces gens-là, c'est pas un président avec... c'est pas pyramidal. Un chef rebelle, on tue un, il y en a un qui ressurgit le lendemain. C'est pas... Osama Ben Laden a été tué, ou Mollah Amar a été tué.
ce n'est pas pour que c'est là que Al-Qaïda est terminé. Le plus important, c'est de dire que la démocratie voulue par les Occidentaux, c'est fini. Je vous avais dit à un moment donné qu'on va fabriquer des dictateurs pour avoir des régimes forts qui garantissent les intérêts pendant un certain temps. On a essayé, avec les élections, on tripatouille les constitutions, etc. Kagame, Museveni, Sassou, Obiang, même Paul Biya, tout ça. Et les Occidentaux avaient fermé les yeux pensant que ces gens-là allaient s'imposer comme dans les années 80, 90 ou 70, même avec les Mobutu et tout ça. Aujourd'hui, avec l'Internet et tout ce qui se passe, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir qu'on va accélérer les histoires des coups d'État pays par pays. Là, c'est en Afrique de l'Ouest, ça va toucher l'Afrique centrale. Et les Occidentaux excellent dans l'exploitation en eau trouble. Lorsque ça dégénère, on ne sait pas qui contrôle. Mode sous-marin, États-Unis, France. Du moment où ça ne contrôle pas quelqu'un, on n'a pas un leader identifié, il gère avec des petits leaders un peu, je dirais, locaux, eh ben, ils prennent ce qu'ils doivent prendre et puis ça avance. Comme à l'est de notre pays, où les minerais sortent tous les jours et les zones sont gérées par des petits chefs rebelles ou des chefs de groupes armés. Aux États-Unis, justement, il y a un congressman qui a écrit une tribune sur ce qui se passe en République démocratique du Congo en ce moment, se plaignant que le président Tshisekedi voudrait avoir la même mise, par exemple, sur la CENI, se tournerait vers des pratiques dictatoriales. Il a appelé l'ambassadeur des États-Unis de rappeler que Washington ne peut pas travailler avec un homme qui ne respecte pas la démocratie. Est-ce qu'on peut soupçonner ça? Est-ce que les États-Unis peuvent soupçonner Félix Tshisekedi de bafouer la démocratie déjà aujourd'hui? En fait, les Occidentaux, ce ne sont pas souvent nos amis qui ferment les yeux sur tout. Hein. Ils ferment les yeux quand leurs intérêts sont en jeu. Comme ça a été le cas de Mobutu pendant la période, par exemple, de la guerre froide. Aujourd'hui, ils regardent celui qui garantit les intérêts à court terme. S'ils sentent que telle situation va dégénérer, va déstabiliser les choses à notre détriment, ils vont actionner les organisations parallèles, les élus, les ONG, Amnesty International, qui commencent à critiquer. Eux, officiellement, ils ne disent rien. Ils vont seulement laisser la presse faire ce sale boulot-là. Et donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on gère en interne nos propres affaires et que les soutiens avérés de l'extérieur, que ça vient en sus. Sinon, on sera étonné que si, par exemple, regardez les cas de patients Ligodi, ben, même les États-Unis ont condamné. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire que certains conseillers ou certaines personnes qui peuvent dire, soit à nos dirigeants, non, rien ne peut se faire, aujourd'hui on a les soutiens indéfectibles des États-Unis. Non, on peut tout se permettre, c'est absolument faux. D'ailleurs, la plupart de ces gens, quand les États-Unis, à son temps, soutenaient les Marshal Mobutu, les congressmen, les Black Caucus, soutenaient Etienne Tshisekedi et tous les opposants. Donc c'était... On a connu oui, très les Belges, c'était la même chose. D'accord. Jean-Marie Kassama, j'aimerais également avoir un mot sur la pandémie de coronavirus que l'on semble avoir oublié. Là, en ce moment, en Europe, les matchs de foot ont repris, même ici à Kinshasa, les concerts. Donc la vie semble avoir repris son cours normal. Est-ce que l'on est à l'abri du coronavirus avec notamment cette campagne de vaccination aussi qui a commencé? On a vu le président de la République se faire vacciner finalement. On a vu les ministres de médias, porte-parole du gouvernement avec son équipe se faire vacciner aussi. Est-ce que l'on est à l'abri d'une quelconque vague encore de coronavirus? Écoutez, le mal était déjà fait avec la manipulation un peu de cette maladie qui a fait des dégâts, qui continue à faire des dégâts. On est en train d'atténuer un peu les effets avec le vaccin, mais personne n'a dit que le vaccin guérit. Le vaccin atténue un tout petit peu. Il faut faire très attention toujours, prendre des précautions, c'est important. Mais il faut regarder les scandales qui sont derrière tout ceci. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ces vaccins aussi transforment les génomes humains. C'est ce qui conditionne un peu, je dirais, votre ADN. Et ça, c'est très... ARN surtout, l'ARN messager. Et c'est très dangereux.
En même temps, sur le plan économique, ça a créé beaucoup de dégâts. Énormément de dégâts. C'est sur quoi, moi, je voulais dire, c'est sur la partie économique et stratégique de tout ceci. Regardez ce qui s'est passé, pas plus qu'hier, entre les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Australie. Quand on vous dit que les pays n'ont pas d'amis, qui pouvait croire que Biden, démocrate, un président de gauche, arrive avec la France qui a toujours été à ses côtés, tout le temps, siffle les contrats de plus de 30 milliards de dollars, 30 milliards d'euros, à la France, dans la construction et fourniture de sous-marins. Un contrat signé par la France avec l'Australie, les Américains arrivent, ils disent aux Britanniques, écoutez, on récupère ces contrats-là, n'en déplaise à la France, etc. Alors, si ça arrive chez nous, enfin, vous voyez, ça c'est terrible. Ce monsieur, moi que je connais, le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, a fait ce qu'on appelle une colère noire, et ça continue. Le Congo devrait se comporter comme ça. Lorsque les intérêts de la République démocratique du Congo sont en jeu, il faut regarder ce que nous pouvons prendre, même à ceux qui se présentent comme étant nos amis. Parce que, par exemple, les Rwandais, les Angolais ou même les Zambiens, ils n'hésitent pas de nous chasser chez eux lorsque ils sentent que nos populations qui sont là-bas constituent peut-être un danger pour eux ou perturbent le bon fonctionnement de la société. Donc, l'analyse qu'on puisse faire de ce qui se passe en ce moment entre la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec bien évidemment l'Australie comme le marché, c'est que en politique internationale, il faut regarder vos propres intérêts. J'ai vu une petite vidéo de Zachary Bababatsue, on va peut-être terminer par là, en Turquie. Notre chef de l'État était de passage en Turquie. Il y a là-bas une exposition sur l'industrie. Tous les ministres qui étaient avec le président, les conseillers, ceux qui sont chargés d'investissement, etc., ont préféré revenir avec le président ici, pour aller peut-être enterrer Baba à Lubumbashi, que de participer à ces forums à Istanbul, en Turquie, le pays qui aujourd'hui fournit quasiment tous les pays d'Afrique et du Sud en beaucoup de matériaux de construction, etc. Vêtements et tout ça. Comment voulez-vous aider le président? Vous dites, on est là pour le développement, on est là pour les investissements, etc. C'est un exemple banal qui démontre que beaucoup de gens ne sont pas là pour les intérêts de la RDC. Ils sont là pour les selfies, surtout les frais d'émission, des choses comme ça. Et la vidéo de la semaine, on va peut-être terminer par là, Jean-Marie Kassamba, c'est surtout vous, à côté de Joseph Kabila, encore brusquement, on vous a vu à Kingakati, probablement au gazebo, aux côtés de Joseph Kabila en début de semaine, et il se porte comment en ce moment? Il se porte à merveille, transformer son Kingakati, il est focus sur ces cadres qui fédèrent aujourd'hui beaucoup de gens, les étrangers, les Congolais, etc. Il suit de très près la situation qui est prévue dans notre pays. Et je pense que bientôt, les Congolais vont être, requinqués par des messages d'espoir. Ses mémoires sont quasi terminées, mais c'est un homme très actif qui préfère laisser ceux qui gouvernent gouverner, tout en ayant une compassion particulière pour chaque cas qui se pose dans notre pays. Mais c'est un homme d'une prévoyance exceptionnelle. Il voit toujours un peu plus loin que beaucoup d'entre nous. Mais il se porte à merveille, il va très bien. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toutes ces informations, pour ces confidences. Oui. On espère vous retrouver le vendredi prochain avec le même plaisir. Merci à vous, avec une voix un peu cassée. Merci M. Tchoukou. On va passer à deux autres invités avant de terminer cette tranche matinale. On va parler d'abord de la couche d'ozone. On a célébré cette semaine la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Justement, on va en discuter avec un expert en développement durable.
Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Atou Lumumba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Le RAM est compris comme moteur de la mutation de la République. L'objectif de vérifier la conformité des appareils mobiles aux normes établies par la GESMA et par l'Union internationale des télécommunications. L'impact du RAM est d'assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous.